C'est bon? Allez, on y va. Ah, il n'y a pas Hélène, il y a pas. Oui, elle est partie avec l'Allemagne, il paraît. Bien, nous allons ouvrir cette séance du Conseil municipal. C'est la 38e séance depuis le début du mandat. Je remercie les conseillers municipaux pour leur présence. Je remercie le public aussi qui nous fait l'honneur d'assister à nos travaux, le représentant du Midi Libre, Monsieur Mouillot, et vous dire que nous vivons actuellement des moments importants. Hier soir, nous avons inauguré à Clermont la renaissance du cheval Bayard, un très bel animal qui a été réalisé par des bénévoles remarquables d'une association locale. Et donc, c'est l'occasion de rappeler que cet animal totem, le cheval Bayard, qui avait un peu disparu au fil des années, et donc vient de renaître, et il va participer à l'identité de Clermont-Lérault. Et puis, le deuxième moment tout aussi important, et peut-être plus, que nous vivons ce soir, c'est d'accueillir les enfants du conseil municipal des jeunes de Clermont-Lérault. Je voudrais dire à ces jeunes, à leurs parents, que nous sommes très honorés qu'ils aient d'abord franchi le pas pour être présents, faire acte de candidature, prendre des responsabilités. Et donc, ce soir, nous les accueillons en rappelant que ce conseil municipal de jeunes a été créé par délibération du 4 octobre 2023, avec comme objectif de favoriser l'implication des jeunes dans la vie de la cité, dans la vie citoyenne. Et ce soir, nous sommes convenus, ils sont tous là, de les accueillir dignement avec la conseillère municipale en charge de la jeunesse, Louise Jabert, et les animateurs du service des sports. Je vois Jérôme Billac. Laurent est là, Pedreno. Bon, mais il y a Jérôme pour les accueillir dignement. Et donc, je cède tout de suite la parole à Louise Jabert, qui est la Benjamine du conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais demander aux élus désignés de se lever, s'il vous plaît. Et on va accueillir Lisa, Sacha, Clémence, Youssef, Juliana, Soren, Eva, Lucas, Chana, Cédric et Valentine. Alors, je vais vous demander d'allumer les micros pour qu'ils puissent se présenter. On va commencer par Clémence. Vas-y, Clémence. Alors, j'éteins mon micro.
Bonjour, je m'appelle Clémence Lureau, j'ai 11 ans et je suis au collège Saint-Guilhem. Bonjour, je m'appelle Lisa Guérémy et je suis au collège Saint-Guilhem en 6e. Mais c'est allumé. C'est le retour. Ah. Tu coupes, tu appuies dessus. Tiens, vas-y. Bonjour, je m'appelle Sacha Saint-Maxent, je suis en 6e 1 et je suis au collège du Salagou. Tu coupes. Bonsoir, je m'appelle Juliana Elnecave, j'ai 11 ans et je viens du collège Saint-Guilhem. Bonjour, je m'appelle Sorène Mario, j'ai 10 ans et demi, je suis en 6e 1 et je suis au collège du Salagou. Bonsoir, je m'appelle Youssef, je suis en 6e 2 au collège du Salagou. Bonjour, je m'appelle Eva Gutiérrez, je suis en 6e au collège Saint-Guilhem. Bonsoir, je m'appelle Lucas Gacon, je suis en 6e 2 au collège du Salagou. Bonsoir, je m'appelle Chana et je suis en 6e au collège du Salagou. Bonjour, je m'appelle Cédric Clébert Divillers, je suis en 5e 2 et je suis au collège du Salagou. Bonjour, je m'appelle Valentine Fricard et je suis au collège de Saint-Guilhem. Alors, ils vont nous lire un petit discours de présentation pour évoquer leurs projets et leurs ambitions pour améliorer la ville. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mes chers citoyens, c'est un réel plaisir que nous prenions la parole en ce jour en tant que membres du tout nouveau conseil municipal des jeunes de Clermont-Lérault. Nous sommes fiers et honorés d'avoir été choisis pour représenter la jeunesse de notre ville et pour contribuer à son développement. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, mais nous sommes également pleins d'énergie et d'enthousiasme pour les révéler. Notre objectif est de travailler ensemble, en collaboration avec tous les jeunes, pour faire de Clermont-Lérault un endroit encore meilleur pour vivre, étudier et grandir. Nous avons de nombreuses idées novatrices et ambitieuses pour aborder les questions qui nous tiennent à cœur, telles que la protection de l'environnement, l'accès à l'éducation et à la culture, ainsi que la promotion du bien-être des jeunes. En tant que représentants de la jeunesse, nous nous engageons à promouvoir l'inclusion, la diversité et l'égalité des chances. Chaque jeune de notre ville mérite d'avoir une voix et une place dans nos décisions. Nous sommes impatients de travailler avec vous tous pour construire un avenir meilleur pour Clermont-Lérault. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci pour votre confiance et votre soutien. Alors, si chaque élu, s'il vous plaît, peut remettre sa pochette à chacun des jeunes, et vous pouvez regagner vos places. Voilà, donc merci aux jeunes du conseil municipal de jeunes. C'est un moment de fraîcheur. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais assez ému. Hein, allez voir là. Parce que le conseil municipal est installé. Mais désormais, il va falloir le faire vivre, il va falloir l'animer et donner à ces jeunes la possibilité de s'exprimer et surtout de tout mettre en œuvre pour prendre en considération les propositions qu'ils pourront nous faire.
Et ensuite, ces propositions, bien sûr, seront examinées au niveau du conseil municipal des adultes. Donc merci à ces jeunes. Je vais maintenant ouvrir officiellement la séance du conseil municipal et procéder à l'appel des présents si on me donne la feuille. Merci. Voilà. Donc je suis présent. Jean-Marie Sabatier. Présent. Isabelle Le Goff. Georges Lecave. Michel Guibal. Jean-François Faustin. Elisabeth Blanquet a donné procuration à Jean-Luc Barral. Jean-Luc Barral. Véronique Delorme. Jean-Jacques Pinet. Présent. Georges Bellard. Présent. Cathy Klein a donné procuration à Jean-Marie Sabatier. Corinne Gonzalez a donné procuration à Rosemée Crémieux. Patrick Javouret. Joël Mouchou. Présent. Rosemée Crémieux. Présent. Hélène Sinési a donné procuration à Isabelle Le Goff. Stéphane Garcia a donné procuration à Michel Guibal. Michael Deltour. Présent. Louis Jabert. Présent. Jean Garcia. Marie Passieux. Il y a un écho, c'est normal? C'est bon? Bon, d'accord. Claude Blao-Poncé. J'ai oublié. Paquita Mediani. J'ai toujours un stylo, j'ai oublié d'en prendre. Nous vous écoutons toujours avec beaucoup de plaisir, Monsieur Pinet, mais là, c'était un peu surabondant. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Paquita Mediani. Claude Blau, où est-ce qu'elle est passée? Ah oui, d'accord, en bas. Paquita Mediani, Franck Rue. Le quorum est-il atteint, monsieur le directeur général des services? C'est 15 physiquement présents, donc on doit y être. Bon, d'accord. Très bien, mais nous pouvons délibérer. Comme à l'accoutumée, je propose de désigner comme secrétaire de séance Louise Jabert, la Benjamine de l'Assemblée. Est-elle d'accord? Avec plaisir. Bon, elle est d'accord et avec plaisir, c'est bien. Alors, la dernière réunion du Conseil ayant eu lieu le 6 mars dernier, avec un contenu et des débats très riches, le procès-verbal n'a pas pu être rédigé dans les temps pour être joint avec la convocation qui vous a adressée. C'est exact? C'est ça. Bon, et donc on l'enverra quand? On le regardera à la prochaine séance du Conseil. À la prochaine séance du Conseil. Elle sera donc l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal sera l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil. Donc, sans préambule, nous abordons le débat d'orientation budgétaire dans le cadre du ROB qui intervient sur la base des données communiquées dans le rapport du même nom qui a été adressé à chacun des conseillers municipaux. Le point de départ de ce ROB est la situation des finances de la commune au 31 décembre 2023 pour discuter des orientations 2024. Donc il n'est pas question à ce stade de rentrer dans les détails, il s'agit bien d'un rapport d'orientation, mais ce sujet sera abordé en détail, celui-là, au moment de l'examen du compte administratif qui sera à l'ordre du jour de la réunion du 10 avril prochain, au cours duquel nous présenterons le projet de budget prévisionnel. Donc l'idée est de se concentrer sur les orientations du budget 2024. Pour rappel, ce point fait l'objet d'un vote en bonne et due forme pour prendre acte de la présentation de ce ROB et de la tenue du débat. Donc le point numéro 1 concerne ce débat. Je donne la parole tout de suite à Madame Michel Guibal, adjointe aux finances. Et qui tousse. Merci, Monsieur le maire. Selon l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois, précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Il appartient donc au conseil municipal de débattre des orientations budgétaires de l'exercice 2024 concernant d'une part le budget général et d'autre part le budget annexe de la gendarmerie, sur la base des éléments présentés dans le rapport d'orientation budgétaire 6 juin, et de prendre acte par un vote de la tenue de ce débat. Ce dossier a été présenté en commission ressources et moyens, réunie le 13 mars 2024. Bien, je vous remercie, Madame Guibal, adjointe aux finances. Et pour la présentation de ce rapport, je passe la parole à Monsieur Moll, DGS, qui est accompagné en la circonstance de Nathalie Bellouati, en charge du service comptable de la mairie, pour les précisions techniques qui doivent être données. Merci, Monsieur le maire. Alors, je vais essayer de ne pas vous assommer de chiffres, parce qu'il y en a beaucoup dans le document. On va passer rapidement sur le contexte international que vous connaissez et qui amène son lot d'incertitudes. Des éléments par contre de contexte un peu plus local et qui concernent un peu plus Clermont-Lérault. D'abord pour vous dire que nous sommes passés sur une nouvelle nomenclature budgétaire et comptable. On est passé de la M14 à la M57, ce qui a une série de conséquences. Notamment, on n'a plus les comptes de dépenses imprévues que vous connaissiez, qui permettaient d'alimenter le budget en cours d'exercice quand il y avait des besoins qui n'étaient pas prévus au départ. Cette mesure de suppression est compensée par le fait que les crédits à l'intérieur des sections peuvent être virés par décision du maire de manière directe, ce qui facilite finalement, qui donne plus de souplesse à l'intérieur de l'exécution. Donc c'est une mesure qu'on va mettre en place. Vous dire aussi que cette nouvelle nomenclature impose qu'on communique aux membres du conseil municipal les éléments du budget 12 jours avant le vote. Donc voilà, ça rallonge un petit peu la période qui vous est donnée pour regarder ce qu'il y a dans le projet de budget et dans les documents annexes. Donc on y travaille d'ores et déjà et dès demain matin, il y aura une commission d'ailleurs sur le sujet. Pour vous dire aussi un élément de contexte important, c'est qu'on a des charges de personnel qui sont en hausse par une évolution nationale des règles de rémunération, l'augmentation du point d'indice, on l'a vu. On a 5 points d'indice qui ont été rajoutés sur tous les indices, etc. Je ne vais pas vous détailler les mesures, mais en tout cas, on considère que ça représente une hausse mécanique de l'ordre de 300 000 € sur 2024. Donc je vous l'annonce là, on y reviendra dans les orientations parce qu'il nous faut nécessairement les prendre en compte. Un autre élément qui est important, c'est que Clermont-Lérault est entré en politique de la ville. Depuis le 1er janvier 2024, la politique de la ville, la géographie prioritaire a été revue et le quartier centre-ville de Clermont-Lérault a été intégré dans cette géographie prioritaire. Ça signifie qu'il faut que Clermont-Lérault, nous mobilisions un certain nombre de moyens pour mettre en place des actions spécifiques sur ce quartier qui mérite une attention particulière. D'ores et déjà, on sait qu'on a un chef de projet qui a été recruté et qui commence à travailler activement pour que nous puissions signer le contrat de ville dans les meilleurs délais. Et il y aura aussi cette année une enveloppe supplémentaire pour soutenir des actions associatives ou des opérateurs institutionnels pour aller vers les habitants de ces quartiers. On étudiera aussi courant 2024 éventuellement des possibilités d'exonération fiscale, mais ça viendra un peu plus tard. Et un quatrième point important, c'est le ralentissement du marché immobilier. On ne l'a pas trop ressenti encore en 2023 sur Clermont-Lérault, mais il y a fort à parier qu'on soit rattrapé en 2024. Donc on aura des recettes assez prudentes sur le volet des taxes additionnelles sur les droits de mutation, qui sont liées au volume de transactions finalement sur les biens immobiliers qui ont lieu dans la commune. Donc qu'une fois présentés ces éléments, je vais essayer de caractériser un petit peu les tendances lourdes de l'exécution 2023, sans rentrer forcément dans les détails, pour arriver à la situation à la fin de l'année, qui permettra de discuter des orientations par la suite. 2023, donc on a un impact de l'inflation qui est manifeste sur les comptes de la ville, des charges à caractère général, donc tout ce qui sert à faire fonctionner les services au quotidien, qui sont en hausse sensible de 26,8%. Donc, qui s'explique en grande partie par la hausse des coûts de l'énergie. Là, on a été impacté par une hausse très importante de 121%.
713 000 euros de dépenses d'énergie en 2023 contre 322 000 en 2022, donc c'est vraiment un élément très très sensible. Un autre élément important, c'est l'évolution nationale de la rémunération des agents publics. On va le voir en 2024, mais ça a commencé en fait dès 2022, puisque l'augmentation du point d'indice a eu lieu une première fois en juillet 2022, puis en juillet 2023, et on a encore des mesures qui produisent leurs effets en année pleine et qui vont impacter cet exercice. Donc voilà, le chiffre de la masse salariale en 2023 est de 6 102 041 euros. Donc cet effet de l'inflation sur les dépenses de la commune, heureusement, quelque part, il a été compensé en partie par la dynamique des recettes de fonctionnement. On a des recettes de gestion qui sont globalement en hausse de 4,56%. D'une part parce que les recettes fiscales ont progressé, elles ont progressé de 6,58% avec un montant de 7 736 166 euros en 2023, donc c'est de très loin la principale recette de la commune. Alors il faut bien préciser que cette hausse, elle tient à l'évolution de la base d'imposition de la valeur locative des biens qui est décidée au plan national par référence à l'indice des prix à la consommation. Alors que les taux qui sont eux votés par le conseil municipal sont restés stables depuis un certain temps déjà et donc ne sont pas à l'origine de l'augmentation. Autre point qui a augmenté, c'est les dotations et les dotations d'État, puisqu'on a une augmentation de 3,14% et un niveau de dotation de 2 900 000 euros en 2023. Ces deux évolutions en parallèle, inflation d'une part sur les dépenses et progression des recettes, permettent de maintenir un niveau d'épargne significatif, puisqu'on se retrouve en 2023 avec un solde d'une épargne de gestion qui est à 1 438 651 euros, donc qui est en deçà de l'épargne qui avait été dégagée en 2022 à 1 893 000, mais qui reste supérieure aux années 2020 et 2021. Donc on reste quand même sur une trajectoire qui est relativement saine et qui permet d'avoir un autofinancement significatif pour le budget communal. En investissement, on a un rythme d'investissement qui est soutenu, donc qui est en concordance avec l'analyse prospective qui avait été présentée en janvier 2021. Donc les dépenses d'équipement cumulées de 2021 à 2023 inclus s'élèvent à 15 419 481 euros. Donc on est à 83% de ce qui avait été visé sur la période en question, ce qui est quand même important. Vous voyez le diagramme là qui suit dans le document. Donc en 2022, on avait 6 514 000 euros de dépenses d'équipement. On se retrouve à 4 909 000 euros en 2023, en incluant les restes à réaliser qui sont financés sur l'exercice. En parallèle, les recettes d'investissement sont comptées à hauteur de 2 877 000 euros concernant les recettes d'équipement. Donc 1 377 000 euros de subventions quand même qui sont captées à l'extérieur et 1 500 000 euros de recettes d'emprunt qui ont été mobilisées dans le cadre de 5 contrats souscrits avec la Banque Postale, donc sur un taux fixe de 4,01% pour une durée de 25 ans. C'est ce qui s'est fait en 2023 du coup. Les recettes réelles d'investissement, on compte aussi l'excédent de fonctionnement capitalisé, donc ce qui avait été finalement mis de côté pour couvrir le déficit 2022, 1 240 000 euros, et le fonds de compensation de la TVA, donc qui vient compenser la TVA payée sur les investissements par la commune dans l'année passée. Une taxe d'aménagement pour 221 000 euros. En ce qui concerne la dette, donc le budget communal a remboursé en 2023 733 000 euros de capital et versé 244 000 euros d'intérêts. Voilà, le stock de dette s'élève au 1er janvier 2024 à 10 197 580 euros, avec une annuité prévisionnelle de 729 000 euros et une annuité en intérêt de 261 000 euros. Le volume de dette, donc à ce stade, est légèrement moins élevé que dans la prévision de l'analyse prospective qui avait été présentée en 2021. Du coup, on a une clôture de l'exercice 2023 qui montre un résultat excédentaire de fonctionnement de 2 676 109,78 euros, qui comprend l'excédent de fonctionnement reporté de l'année précédente, un solde d'exécution d'investissement excédentaire de 3 084 000 euros, qui doit être compensé des restes à réaliser de l'exercice de 1 235 000 euros.
Un élément important et qui est à souligner, vous avez ensuite l'analyse des ratios finalement prudentiels de budgétaires. Je ne vais pas vous les détailler un par un, mais les 4 ratios qui servent à déclencher le seuil d'alerte qui fait rentrer une collectivité dans la vigilance des services de l'État, ces 4 seuils sont en dessous des seuils d'alerte pour ce qui concerne Clermont-Lérault. Donc on est plutôt sur un constat assez positif sur la fin de l'exercice 2023. On poursuit sur les orientations 2024 du coup. Allez-y, oui. Ok. Donc en 2024, l'idée c'est d'abord vous dire que par précaution, les chiffres qui sont donnés dans le rapport ne sont pas nécessairement les chiffres qui seront votés au budget primitif. On est encore dans une phase d'ajustement et de précision par rapport à ça, mais on est sur des orientations. L'idée c'est d'avoir une hausse compte tenu des dépenses de fonctionnement. Le niveau attendu en 2023 c'est 13 073 000 euros. On était à 12 892 000 euros en 2024, donc en 2023. La hausse représente 1,4%. Donc on est sur quelque chose qui est relativement stable. Dans ce total, on a un virement de 1 600 000 euros du fonctionnement à l'investissement, donc de l'autofinancement qui est quand même dégagé à une hauteur significative puisqu'il est en hausse de 3,2% par rapport à 2023. Les charges à caractère général sont en recul. On est à 2 969 000 euros. Là, c'est l'effet de coût d'énergie qui revient à un niveau plus raisonnable par rapport à 2023. Donc on a une prévision à 700 000 euros en 2024. On était à 1,5 million en 2023. Donc ça permet de revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable sur ce volet-là. La masse salariale sera en progression. Je vous l'ai dit en préambule, on a l'effet là de mécanique de certaines décisions de l'État qui nous amène à une hausse de 360 000 euros en global. Les décisions qui nous échappent représentent à peu près 300 000 euros de hausse mécanique, donc 80% du total. Les 20% restants, donc les 60 000 euros, sont l'effet notamment de l'adhésion à l'URSSAF pour ce qui est la couverture du risque chômage pour les contractuels, la refonte du régime indemnitaire que nous engageons et qui sera effective au 1er juillet 2024, donc avec un effet d'augmentation là-dessus, le renfort des services de proximité, notamment les sports, la police municipale, la propreté urbaine, sur lequel un effort a été fait, et puis le recrutement de notre chef de projet de la politique de la ville, qui vient aussi peser dans la balance. On a un effort qui est porté sur les charges de gestion courante, les autres charges de gestion courante, notamment au niveau de la subvention au CCAS, avec 10 000 euros supplémentaires. Donc la subvention passera de 310 000 à 320 000 euros en 2024. Et on retrouve aussi cet effort sur le soutien à la politique de la ville, avec des actions qui seront soutenues au titre notamment des associations qui se positionneront pour amener des activités dans le quartier prioritaire. Face à ces dépenses, on a une évaluation prudente des recettes de fonctionnement. Vraiment, la prudence, c'est le mot d'ordre essentiel parce qu'on a quand même pas mal d'incertitudes sur le contexte global et on voit que les finances de l'État sont quand même relativement tendues, pas mal d'interrogations autour de ça. Donc on a un ajustement à la baisse des recettes issues des services et du domaine, 434 000 euros de prévision. On était à 481 000 euros en 2023. On a bien sûr les recettes fiscales à 7 201 000 euros, la principale recette. Là aussi, en repli par rapport à la prévision 2023, pour les mêmes raisons de prudence. Et notamment aussi parce qu'on a ce ralentissement du marché immobilier que j'évoquais tout à l'heure, avec la taxe additionnelle au droit de mutation, et une recette aussi sur la taxe sur la consommation finale d'électricité, dont une fraction va être reversée à Aéroénergie pour financer un programme de modernisation de l'éclairage public sur la commune, donc avec bien sûr des solutions qui seront moins énergivores, et à la clé, on l'espère, une réduction significative de la facture d'énergie là aussi. Les recettes de dotation, là aussi, 2 492 000 euros de prévus. On était à 2 885 000 en 2023. Et là, on retrouve la préoccupation sur le soutien que l'État pourra amener ou pas aux communes et aux collectivités en général. On a en parallèle une poursuite des investissements sur le rythme de l'analyse prospective qui a été menée en 2021. On prévoit 11 617 000 euros de dépenses d'investissement en 2024.
Donc bien sûr, l'idée directrice, c'est de poursuivre la gestion pluriannuelle des opérations structurantes qui sont incluses dans le plan pluriannuel d'investissement. On aura dans ce plan 2 988 000 € de prévus. Et 2 nouvelles opérations qui sont d'une part la plaine des jeux de l'Estagnol, où il est prévu d'équiper l'espace avec des équipements de style skatepark, pump track, workout. C'est tous ces noms-là anglais que... Workout, je crois que c'est des espèces d'agrès pour musculation, en fait, en extérieur. Bon, c'est bon, on est en phase. Et aussi pour financer la voie verte, donc sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée, où les ponts ont été déposés récemment par la SNCF et sur lequel on veut reconstituer une continuité finalement pour permettre que ça devienne un axe structurant de mobilité douce. Au-delà de ces éléments qui sont inclus dans le plan pluriannuel, on a des dépenses d'équipement pour 4 204 000 € sur toute une série d'opérations que je ne vais pas vous détailler, vous l'aviez en principe dans le document. Bon, voilà, et des crédits d'études pour avancer notamment sur la rénovation thermique des bâtiments et des écoles, puisque là il y a une forte incitation et puis c'est vertueux de toute façon d'aller vers une meilleure performance thermique dans ces bâtiments publics. On a un équipement des services qui est important cette année, qui est à 448 000 €, parce qu'il est prévu d'acheter une nouvelle balayeuse pour 245 000 €. C'est un investissement assez important, mais c'est un élément un peu clé dans la recherche d'une meilleure propreté urbaine, puisque voilà, c'est la machine qui permet d'aller plus vite et de faire les choses correctement. On maintient le programme d'aide aux travaux dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc des travaux par les privés pour améliorer les logements privés, et la participation au financement de la concession de renouvellement urbain qui fait intervenir donc Territoire 34 et pour laquelle la commune a contribué à autour de 400 000 € comme chaque année. Au niveau des recettes, nous trouvons bien sûr de l'autofinancement. Donc on en a parlé tout à l'heure, on a un virement de 1 600 000 € qui va être dégagé au niveau du fonctionnement. Et 635 000 € qui sont issus des amortissements. C'est la règle comptable qui veut qu'on prépare le renouvellement des équipements de manière réglementée. Donc on est tenu de constituer ces amortissements. À ces éléments, on peut ajouter le versement du fonds de compensation de la TVA, donc pour 521 000 €. Là aussi, on a un effet de ce qui a été investi l'année précédente qui permet de récupérer une partie de la TVA investie. Au niveau des subventions d'investissement, on a un global qui est estimé à 1 869 546 €. Donc là, on est sur des subventions notifiées. On n'est pas sur quelque chose qui est évalué. C'est des choses qui sont acquises auprès des différents partenaires, l'État, la région, le département, la communauté de communes notamment. Au-delà de ça, on a les participations de taxes d'urbanisme, donc recettes de taxes d'aménagement pour 200 000 € et participation dans le cadre des constructions en périmètre de PAE ou en périmètre de ZAC pour 1 019 000 €. Et l'emprunt qui vient compléter ce tableau avec 2 600 000 €, donc qui vient rattraper un petit peu le retard pris par rapport à l'analyse prospective 2021. Voilà, donc on reste dans cette trajectoire de financement qui est assumée et qui permet de rester dans des ratios prudentiels tout à fait corrects. Toutefois, le niveau de l'emprunt effectif dépendra du rythme de réalisation des opérations. S'il s'avère, on regardera ça à la fin dans le dernier trimestre 2024, s'il s'avère que l'emprunt doit être mobilisé à un niveau inférieur, il y aura un ajustement qui se fera par rapport à ça. Si l'emprunt devait être levé en totalité, le stock de dette à fin 2024 serait de 11 997 580 €. Donc, bref, retour sur les critères d'équilibre budgétaire. Donc, bien sûr, l'équilibre sera assuré tant au niveau du fonctionnement, au niveau de 13 73 484 € qu'au niveau de l'investissement avec un montant de 11 617 826 €. Alors, chiffre au niveau du rapport, au niveau du budget primitif, il se peut qu'il y ait quelques ajustements par rapport à ça. Voilà. Je ne reviens pas sur la sincérité des comptes qui est une exigence et c'est pour ça qu'on est prudent sur les recettes notamment et qu'on inscrit en principe que les subventions qui ont été notifiées.
On a un ratio, enfin un élément de prudence aussi qui nous impose d'autofinancer le remboursement du capital de la dette par des ressources propres. Donc il y a un décompte qui permet de s'assurer qu'en 2024, on aura 2 956 000 euros de ressources propres qui couvriront très largement le remboursement capital qui est évalué à 800 000 euros. Donc on est assez loin là-dessus. Pour finir, sur le budget annexe de la gendarmerie, vous connaissez le principe, c'est que le budget rembourse l'emprunt au moyen des loyers qui sont perçus sur l'État qui loge ses gendarmes et la caserne qui va avec. Donc on a un résultat de fonctionnement excédentaire en 2023 de 195 000 euros, alors qu'on a un investissement qui présente un déficit de 97 000 euros qu'on va couvrir par affectation du résultat de fonctionnement. En 2024, on aura un équilibre sur la section de fonctionnement à 345 000 euros, avec des dépenses de charges financières donc, qui sont liées au remboursement des intérêts de l'emprunt, des charges à caractère général qui permettent de faire les travaux de maintenance et de payer la taxe foncière, et un virement de 80 000 euros à l'investissement. Donc, et en recette, on trouvera 248 000 euros de loyer et 97 000 euros d'excédents reportés de 2023 qui vont intégrer l'équilibre. En section d'investissement, 177 000 euros, donc 80 000 euros de remboursement du capital de dette et le report du déficit qu'on a constaté en 2023. Et en recette, donc 97 000 euros d'investissement capitalisé et 80 000 euros de virement qui permettent d'équilibrer. Le stock de dette pour le budget annexe de la gendarmerie est de 4 973 000 euros au 1er janvier 2024, avec 2 emprunts qui ont été souscrits auprès de la Banque des Territoires et qui sont classés à un niveau de risque, le minimum, du coup, très très bas. Le remboursement capital sera de 80 000 euros et ça veut dire que le stock de dette à l'issue de l'année 2024 sera réduit d'autant. Voilà pour la présentation, j'espère ne pas avoir été trop lourd. Merci, non, c'est un exercice un peu ardu pour essayer d'éviter la sécheresse des chiffres pour présenter des orientations, et on en est là, puisqu'il s'agit d'un débat d'orientation. Y a-t-il des questions, des observations ? Bien, écoutez, pardon ? Oui, mais vous avez été clair. Bon, je suppose. Moi, j'ai tout compris. Monsieur Pinet aussi ? Bon, parfait. Bien, écoutez, je me vois qui est contre, qui s'abstient, et nous en décidons à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous passons au point suivant, qui est le point numéro 2. Il n'y en a pas beaucoup, des points, mais bon, ils sont... et je passe la parole à Monsieur Faustin, adjoint à l'économie au RH. Bonsoir tout le monde. Donc, ressources humaines, régime indemnitaire, modification des conditions d'attribution, attribution de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise aux agents en détachement dans le cadre de leur mission de chef de projet. La commune a recours au détachement pour recruter des agents titulaires de la fonction publique, notamment sous la forme de contrat de projet. Le fonctionnaire recruté sur ce contrat par détachement continue d'avancer dans sa carrière au sein de sa collectivité d'origine, avancement d'échelon et éventuellement avancement de grade ou de promotion interne. Le détachement d'un agent titulaire intervient nécessairement entre le corps et cadre d'emploi appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, l'agent ainsi recruté étant rémunéré sur la même base indiciaire que dans sa collectivité d'origine. Le complément de rémunération justifié par le niveau d'expertise et le caractère non permanent de l'emploi occupé interviennent dès lors par le biais du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, dénommé RIFSEP, notamment sa partie fixe, dénommée indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, l'IFCE. Il est donc proposé de compléter la délibération du 15 décembre 2016 pour permettre d'octroyer l'IFCE aux agents fonctionnaires détachés dans le cadre de leur mission spécifique de chef de projet et recrutés sur des contrats de projet. Il est donc proposé au conseil municipal de compléter l'article 4 afin de permettre l'attribution du RIFSEP aux agents contractuels
recrutés sur contrat de projet et se trouvant en situation de fonctionnaire détaché, selon les termes présentés ci-dessus. De dire que les autres dispositions de gestion du RIFSEP restent inchangées, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier ayant été présenté en commission ressources et moyens, réunie le 13 mars 2024. Bien, merci Monsieur l'adjoint aux ressources humaines. Heureusement d'ailleurs que les enfants, les jeunes du conseil municipal, les jeunes ne sont plus là parce que entre le ROB et le RIFSEP, il faudra leur donner une image un peu plus dynamique, aérée des travaux du conseil municipal. Bien. Y a-t-il des questions, des observations? Bien, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en convenons. Et nous passons au point numéro 3, rapporté par M. Georges Bellard, conseiller municipal aux travaux. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Signature d'une convention de participation financière au traité de concession pour le renouvellement urbain du centre-ville de Clermont-Lérault. Un traité de concession avec la société publique locale Territoire 34 a été signé en novembre 2022 pour l'opération de renouvellement urbain du centre-ville de Clermont-Lérault. Cette opération de renouvellement urbain est, de par sa nature, éligible à des financements publics. Le département de l'Hérault, partenaire essentiel sur notre territoire, souhaite accompagner financièrement la commune dans la mise en œuvre de son projet. La participation financière du département de l'Hérault concerne l'année 2024 et les actions suivantes. Études et actions menées en vue de la mise en place d'un programme de lutte contre l'habitat insalubre et dangereux sur 32 immeubles des îlots Fontaine de la Ville et Saint-Paul. Il est prévu que le département de l'Hérault verse directement la participation financière à la SPL Territoire 34 au titre du financement des actions à mener en application de la concession d'aménagement. Cette participation s'élevant à 100 000 € pour l'année 2024. Il est donc proposé au conseil municipal de demander au département de l'Hérault une participation financière dans le cadre du traité de concession signé entre la commune et la SPL Territoire 34 pour l'opération de renouvellement urbain du centre-ville de Clermont-Lérault. D'autoriser Monsieur le maire à signer une convention tripartite qui a pour objet de définir les modalités de versement à la SPL Territoire 34 de la participation du département de l'Hérault à l'opération de renouvellement urbain du centre-ville de Clermont-Lérault, en application des articles L 300-5-3 du Code de l'urbanisme et L 1523-2 du Code général des collectivités territoriales. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté en commission ressources et moyens réunie le 13 mars 2024. Merci Monsieur Bellard. Y a-t-il des questions? Bien, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en décidons à l'unanimité. Nous remercions à la fois pour le travail vraiment en profondeur qui est réalisé par Territoire 34, qui est une société d'aménagement du département de l'Hérault, qui est l'émanation du département de l'Hérault. Territoire 34 étant présidé par le maire de Gignac, M. Soto. Et puis nous remercions également le département de l'Hérault. Et nous passons au point 4, rapporté par Michael Deltour, conseiller municipal, en charge de beaucoup de choses, et notamment du suivi du comité des fêtes de Clermont-Lérault, qui s'appelle Clermont Festivités. Bon, mais là, c'est autre chose. Merci, monsieur. Festivité clermontaise. Voilà, merci. Bonsoir. Définition de zone d'accélération des énergies renouvelables. Vu le projet de la cartographie pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable et leurs ouvrages connexes, dont un exemplaire a pu être consulté par les conseillers avant la séance du conseil municipal. Considérant que ce projet prévoit l'institution d'une zone d'accélération pour l'énergie solaire sur les parties du territoire communal mentionnées ci-dessous selon le plan annexé. ZAC des Tannes Basses, ZAC de la Salamane, ZAC des Prés, zone de l'Estagnol, ancienne déchetterie et terrain attenant à Balcéders. Considérant qu'il est opportun de faciliter le développement des zones des énergies renouvelables sur le territoire communal, il est proposé au conseil municipal
de valider la définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, ainsi que leur ouvrage connexe visé ci-dessus, et tel qu'annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à transmettre dans un délai de 6 mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1er du présent 2 au référent préfectoral mentionné à l'article L 181-28-10 du Code de l'environnement et l'établissement au public des coopérations intercommunales dont elles sont membres et, le cas échéant, à l'établissement public mentionné à l'article L 143-16 du Code de l'urbanisme, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se reportant à l'objet de la délibération. Ce dossier a été présenté devant la Commission environnement et aménagement de l'espace en date du 14 mars 2024. Merci, Monsieur Deltour. Y a-t-il des questions, des observations? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Pardon? Monsieur le Premier adjoint veut faire une observation, qu'il la fasse. Oui, non, simplement pour préciser que suite à la commission aménagement, on avait parlé du périmètre au niveau des Balsèdes, il y a eu une modification, on a tenu compte de ce qui avait été proposé. Voilà. Si nous en décidons et nous passons à l'avant-dernier point qui concerne une motion de soutien qui nous est proposée de signer au maire de Montarnod, et c'est Madame Véronique Delorme, adjointe à la culture et à la communication, qui présente. Merci. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Motion de soutien au maire de Montarnod. Depuis plusieurs années maintenant, le site du Mas-Dieu, site protégé en grande partie au travers du dispositif Natura 2000, Garrigues et montagnes de l'Amour et d'Omlas, fait l'objet de différents projets de développement malgré les fortes contraintes qui s'imposent à cet espace. La coopérative Macondo s'est installée sur le site pour y développer des activités dédiées à la transition écologique et à l'environnement. Au dire de la commune, cette coopérative est installée sans permis de construire, reçoit des élèves au mépris de la réglementation relative aux aléas feux de forêt et développe une forme de cabanisation que Monsieur le maire et son équipe municipale se doivent de combattre. Considérant que les inquiétudes de ce que cette affaire, au-delà des considérations juridiques, n'engendre pas de querelles plus personnelles à l'encontre du maire de Montarnod et de sa famille, considérant que face à la multiplication de faits particulièrement dommageables touchant bon nombre d'élus de notre pays, l'ensemble du conseil municipal soutient pleinement leurs collègues dans sa lutte pour la justice et le respect des lois de notre République, et propose d'adresser cette motion de soutien à Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Messieurs les députés et sénateurs, Madame la présidente de région, Monsieur le président du département, Monsieur le président de l'Association des maires de l'Hérault. Merci Madame Delorme. Simplement pour rappeler que cette proposition de motion nous est soumise par la communauté de communes de la vallée de l'Hérault, qu'elle a également été adoptée par l'association des maires du département et que toutes les communes ont la possibilité de la signer en l'examinant bien sûr devant le conseil municipal. Je ne sais pas, avez-vous des observations, des questions à poser? Oui. Oui. Il faut quand même aussi prendre en compte que la coopérative Macondo, en fait, c'est 5 coopératives, 4 associations qui sont installées sur le site depuis 6 ans, qui ont une trentaine d'employés, qui ont des subventions régionales, nationales, européennes, qui viennent d'avoir une subvention de 250 000 € de la part de la Banque de la cohésion des territoires. Ce n'est
pas quelques personnes qui sont là en cabanisation, quand même. C'était un projet qui a été soutenu par la précédente mandature et qui va sûrement se terminer au tribunal. Et donc, je pense qu'il faudrait laisser la justice faire, plutôt. Voilà. Oui, oui, certainement. Bon, nous, on est saisis par cette motion. Ce qu'on regarde, pour aller au plus simple, c'est que personne ne dit du mal de cette coopérative. Hein. Elle a pignon sur rue. D'ailleurs, elle a reçu des subventions. Mais il se trouve qu'il n'y a pas eu de permis de construire de délivrer. D'après ce qu'il est marqué, il semblerait qu'il n'y en ait pas. Il n'y a pas de permis de construire. Enfin, il y en a quand même là. Au dire de la commune, elle serait installée sans permis de construire. Il n'est pas marqué, elle n'a pas de permis. C'est là qu'il y a tout le litige. Elle avait un bail de 32 années signé par la précédente mairie. Non, c'est... il y a eu en tout cas aucune volonté de négociation, d'accord, pour arriver à trouver une entente. Voilà, c'est juste les remarques pour un peu informer quand même un peu plus de la situation. Vous faites bien, Rosemée. Bon, ceci dit, tout passe au contrôle de légalité. Le représentant du contrôle de légalité, c'est le préfet, par délégation le sous-préfet, et le sous-préfet de l'ODEV indique que Macondo doit revoir sa copie. Bon, alors ça ne remet pas en cause, du moins je le suppose, et je l'espère, hein, les activités de cette coopérative, mais il semble que la règle de droit n'ait pas été respectée, ce qui est un peu curieux d'ailleurs, parce que derrière il y a eu des subventions, etc. Ceci dit, les collectivités territoriales sont libres d'accorder des subventions. Voilà, bon, moi je ne sais pas moi ce que vous en pensez, mais moi ce que je regarde dans cette histoire, en tant que maire, c'est de soutenir le maire de Montarnod. Voilà. C'est ça, exactement. Après, bon, chacun le voit. Donc il y a des interventions. Bien, s'il n'y en a pas, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Et qui d'autre? Oui. 1, 2, 3, 4. Et donc, nous adoptons cette motion. Bon, ça nous est tombé dessus, hein, finalement. Bon, on n'a pas un degré d'implication très fort hein, dans ce domaine. Voilà. Bien. Ensuite, nous passons au point numéro 6, sans vote. Monsieur le premier adjoint, ça concerne les DIA non préemptés. Bon, ce soir, je pense que je peux les passer toutes, non? Donc, depuis le dernier conseil municipal, je ne vais pas les passer toutes, mais simplement vous dire qu'il y a eu 24 transactions. Il y a 24 transactions qui sont projetées pour un montant total de 5 057 000, soit en moyenne 210 734 €. Voilà. Donc ça continue ça se maintient quand même, pour l'instant. Bon, ben, le petit paquebot est sur son aire pour l'instant. On ne sent pas de fléchissement par l'intermédiaire des DIA en ce qui concerne les échanges immobiliers, quoi. Bon, voilà, écoutez, merci bien, merci au public, et donc à la prochaine réunion du Conseil le 10 avril. Merci beaucoup.